Je voudrais avant toute chose m'acquitter d'un devoir de civilité, celui de vous saluer et remercier de manière particulière les organisateurs de ces colloques pour m'avoir invité à présenter ce petit exposé. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour féliciter Top Congo pour ses 18 ans d'existence et aussi vous remercier sincèrement pour le travail que vous abattez, un travail de qualité qui honore notre profession, qui honore notre pays. Je voudrais saisir cette opportunité pour parler et présenter un peu mon livre qui s'intitule « Sur l'autoroute de l'information numérique, le journalisme citoyen en République démocratique du Congo face aux défis de la post-vérité ». Celui-là était précédé d'une autre version qui s'intitule « Le journalisme citoyen en RD Congo à l'heure de la désintermédiation, le spectre d'un monde sans journalistes et le règne de la post-vérité ». En fait, qu'est-ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui? Il s'agit d'un phénomène relativement nouveau, le journalisme citoyen, qui consiste en ceci. C'est l'appropriation de l'espace web par les citoyens ordinaires pour diffuser les informations. Ce qui hier était l'apanage seulement des professionnels des médias, les détenteurs du quatrième pouvoir, est devenu aujourd'hui une banale réalité de tout le monde. Il suffit d'avoir un téléphone cellulaire, il suffit d'accéder à un réseau Internet pour reprendre, parfois sans traiter, et diffuser. Ceci, c'est un vrai défi. En fait, on parlerait de la menace de la profession journalistique. Je rends ça en termes un peu simples par l'expression clic. Le clic, c'est en fait ce que je fais maintenant. Je clique pour présenter. Le clic, c'est un tout petit mot, mais qui, dans le contexte d'aujourd'hui, résume toute la révolution électronique et numérique. C'est un mot qui dure seulement, c'est un geste, pardon, qui dure seulement une seconde, mais qui relie le monde d'un bout à l'autre en une seconde. C'est un geste qui vous fait accéder à ce que j'appelle ici l'autoroute de l'information numérique. Avec un clic, vous accédez à beaucoup de contenus. Mais ce même clic-là aussi, tellement qu'il est facile et accessible à tous, est une menace pour une profession, une noble profession qu'est le journalisme. Et ça prospecte le spectre de la disparition d'un métier aussi noble. Et alors nous voulons qu'on passe d'une situation de menace à une opportunité, c'est-à-dire mettre hors d'état de nuire tous ceux qui s'improvisent journalistes pour que les professionnels bien formés réintègrent ou mieux intègrent l'espace web pour se réapproprier leur métier et imposer là les règles de jeu pour un journalisme professionnel qui puisse mettre en déroute cet amateurisme qu'on observe. Voilà un peu ce que nous avons comme idée. Essayons de résumer de cette manière. D'abord, qu'est-ce que c'est que le journalisme citoyen? L'intuition du départ, c'était quoi? Au départ, il s'agit d'un constat malheureux. On remarque que les médias constituent un pouvoir fort et procèdent par manipulation, par censure, par désorientation. C'est-à-dire, les informations livrées au public sont des informations orientées, pas très vraies,
parfois manipulés à dessein pour des fins utiles à ceux qui gèrent les médias. Alors, les démocraties occidentales, avec leur évolution dans les temps, ont commencé à comprendre qu'il fallait sortir de cette sorte de prise d'otage d'un système d'information aussi complexe, mais au même moment, qui servait la cause de certaines personnes seulement. C'est alors que les gens commencent à développer l'idée de s'opposer aux médias officiels pour donner des versions plus vraies, plus directes, plus indépendantes, plus fraîches, sans censure, sans contrôle. Disons que le journalisme citoyen se base sur deux éléments qui ont occasionné sa naissance. D'abord, la crise morale des médias ayant ainsi conduit à la perte de confiance du public à l'endroit des médias. Et puis, les facilités offertes par l'Internet. Les citoyens des démocraties occidentales ont progressivement développé un regard critique et distancié sur les médias. L'accentuation de ces processus plus visibles grâce à l'ouverture de l'espace public suscitée par l'arrivée de l'Internet révèle le contexte de méfiance actuelle vis-à-vis des grands médias d'information. Méfiance qui se rajoute au désir individuel de devenir soi-même un commentateur de la vie publique. Chacun veut commenter. Il y a le désir d'autopublication et vous le voyez chaque jour qui passe. Plus de voix au sujet destinataire de l'information au point de faire de lui un interlocuteur, mieux un interactant entièrement participatif. C'est en fait ça que veut le journalisme citoyen, qui est une sorte d'appropriation de l'espace et du processus informationnel par les citoyens sur un fond de prérogatives démocratiques, comme une alternative au journalisme traditionnel, avec l'ambition de relever les défis de la vérité, de la transparence, de l'objectivité, contre un système d'information décrié et accusé de manipulation, de cadrage, de censure et de désorientation. Le contexte est celui de la désintermédiation. Donc, plus d'intermédiaires entre le public et des organes de presse. Le peuple se réapproprie un métier et veut directement communiquer, directement informer. Le journalisme citoyen ainsi conçu sonne le glas et présage la fin prochaine de la profession des détenteurs du quatrième pouvoir. En fait, cette question se fait sentir plus en Occident qu'en Afrique, parce que le rapport que l'Afrique a avec la presse n'est sûrement pas le même que l'Occident en a eu. Si cette pratique permet à tout citoyen de chercher, de contrôler, de traiter, de diffuser ou de communiquer l'information au sein de la société, et si ce processus se fait sans suivre les normes ou les règles propres à cette profession, il est évident que la menace est de taille. Peut-on vraiment dire que tout le monde est journaliste? Le journalisme, une sorte de profession désormais où l'autoproclamation semble admise, semble la règle. On se demande en fait pourquoi seulement le journalisme peut devenir un métier où on s'autoproclame en tant que tel. On ne s'autoproclame pas médecin, on ne s'autoproclame pas avocat, mais dernièrement, c'est comme si tout le monde pense que c'est facile et c'est simple de devenir journaliste du jour au lendemain. Et ceci ne rend pas justice aux personnes qui font 5, 6, 7 ans d'études pour gagner, pour conquérir un titre de ce genre. Ce qui hier était l'art des professionnels est laissé à la créativité, ou mieux, à l'improvisation des désireux. On se retrouve sur cette sorte de route, d'autoroute de l'information, sans code de route, sans panneau de signalisation, où tout semble permis. Cette pratique dévalorise, banalise un métier qui hier était en honneur. Et cela se caractérise partout
et surtout par les distinctions entre le vrai et le faux journaliste. Qui est vrai, qui est faux journaliste? Et ici, la grande question est celle-ci. Est-ce que vraiment, même ceux qui ont étudié, ceux qui ont été à l'IFASIC, à l'UNIKIN, à l'UPN, partout où on forme les journalistes, est-ce que sur la toile, ils réussissent à faire la différence avec ces journalistes improvisés? Mais du côté du public ou du point de vue du public, il y a aussi un grand problème. C'est que le jury d'appréciation des vrais ou des faux journalistes, malheureusement, c'est un public qui n'a pas de critères, qui n'a pas de normes, qui n'a pas d'indicateurs d'évaluation, simplement parce que c'est un public parfois qui n'a pas de niveau. Il suffit d'aller voir les commentaires qu'on publie sous les vidéos publiées sur le canal le plus en vogue qui est YouTube. C'est en fait un public façonné par les règles du nouveau monde, un monde très flexible, sans trop de lignes de démarcation entre couleurs, entre tendances, entre murs. C'est un monde liquide, c'est un monde relativiste, où la vérité devient un fait subjectif. En fait, on parle de la post-vérité en tant qu'une vérité qui ne se fonde pas sur les faits objectifs, mais une vérité qui se fonde sur le sentiment, sur l'émotion, où le paradigme serait de dire « je sais que c'est faux, mais c'est sympa, ça me plaît ». La vérité se répand comme une sommation d'erreurs, seulement du fait de likes, seulement du fait de j'apprécie, seulement du fait de visualisation. Est bon, est vrai, là où il y a beaucoup de clics, là où il y a plus de visualisation. Et on est en quelque sorte dérouté dans la manière même d'apprécier, dans la manière de concevoir les choses. Rapidement, en parlant de ce monde numérique, de l'ère digitale ou numérique, les auteurs distinguent trois catégories de personnes. D'abord, ce qu'on appelle le digital native, ce serait le natif digitaux. Cette étude est faite en 2011 et là, l'auteur dit que ceux qui, en ce moment, avaient de 0 à 12 ans sont des natifs digitaux purs. Ce sont des gens qui sont nés avec la naissance des ordinateurs dans leur format actuel. Aux États-Unis, c'était en 1987 et en Europe en 1990. Au Congo, je ne sais pas. Et cette catégorie des digital natives connaît une autre sous-catégorie qui est celle des millénaires. En ce moment-là, en 2011, ils avaient de 12 à 18 ans. Et la troisième sous-catégorie, ce sont les quasi-natifs digitaux qui, à l'époque, avaient de 18 à 25 ans. La deuxième catégorie, ce sont des immigrés digitaux. Ce sont des personnes qui ont appris à intégrer le monde numérique, le monde électronique pendant qu'ils étaient déjà grands, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de 25 ans. Et la troisième catégorie, ce sont les digital tarders, c'est-à-dire ceux vraiment qui ne savent pas s'adapter à la nouveauté de l'électronique, ni même à celle de numérique. Une manière simple de faire la différence, c'est que lorsque vous placez ces trois catégories devant un écran au mur, vous verrez que le digital tardif, c'est-à-dire celui qui l'handicapé numérique, disons comme ça, l'handicapé numérique aura tendance à prendre une craie ou un morceau de charbon pour écrire, parce que pour lui, c'est un tableau. Tandis que l'immigré digital aura tendance à chercher un clavier et le natif digital aura tendance à toucher, hein, parce que pour eux, tout est digital. Voyons maintenant rapidement ce que c'est le journalisme citoyen comme tel. Nous l'avons dit au début en parlant de son intuition de naissance. Le journalisme citoyen, c'est l'action des citoyens, c'est l'action des citoyens jouant un rôle actif dans les processus de collecte, de reportage, analyse et dissémination de l'information d'actualité.
c'est la participation des non-journalistes au site d'information en qualité de producteurs. L'objectif est celui de fournir les informations indépendantes, fiables, précises, diverses et appropriées nécessaires à une démocratie. En fait, c'est le cinquième pouvoir que Ramonet oppose au quatrième pouvoir. Depuis l'arrivée de Facebook en 2004, puis l'arrivée de YouTube en 2005, Twitter en 2007, et maintenant encore plus récemment, les services de messagerie instantanée comme WhatsApp, Viber, Imo, Instagram et ainsi de suite, l'élan du journalisme citoyen ne fait que grandir. Pour la petite histoire, on peut dire que le journalisme citoyen naît vraiment en 2000 avec un journaliste sud-coréen du nom de Oh Hyun-ho qui a créé le site Oh My News. Je ne saurais pas m'attarder sur l'histoire, mais avant lui, presque 37 ans avant lui, c'est-à-dire en 1963, il y avait Abraham Zapruder qui avait, avec sa caméra, filmé l'assassinat de John Kennedy en direct et a diffusé ces images par un canal autre que le canal officiel. À ce point, on l'appelle ancêtre du journalisme citoyen. Mais le phénomène comme tel émerge à partir de 1990, où se manifeste avec l'arrivée web 2.0, c'est-à-dire le web social, c'est-à-dire le web interactif. Il s'observe le désir d'auto-publication et ceci va s'amplifier surtout avec l'attentat du 11 septembre 2001. Il y a eu aussi le phénomène de war blogs, c'est-à-dire des blogs au sujet des guerres, où les militaires américains surtout commencent à donner la vraie version de la guerre en Irak, des versions souvent en contradiction avec la version ou les versions officielles. Au fur et à mesure qu'on avance, le phénomène va vraiment croître et s'agrandir et on aura des sites du journalisme citoyen comme We the Media, c'est-à-dire nous les médias, c'est le peuple qui parle, ou encore la révolte du prolétariat. Et le grand site du journalisme citoyen en Occident demeurera sûrement l'Agora Vox, la voix de la place. Le principe du site du journalisme citoyen est que chaque citoyen peut devenir un reporter et témoigner de son temps. Qu'en est-il de la RDC avec son journalisme citoyen? Est-ce qu'on peut d'abord parler du journalisme citoyen en RDC? Ben, ce serait au sens figuré, parce qu'il manque un élément de fond qui est la participation citoyenne. Pourquoi? D'abord, un faible accès à l'Internet. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est l'Internet. Cette année, on parle de 19% de la population, des 83 millions qui ont accès à l'Internet. Il y a 2 ans, on parlait de 5%. Donc, je n'ai pas la précision des chiffres. À part ce facteur de la difficulté d'accès à l'Internet, mais il y a aussi l'analphabétisme, l'ignorance de notre peuple, l'inculture politique, mais aussi l'indifférence. Il y a beaucoup d'éléments qui font que le citoyen normal ne sait pas participer à ce débat, les rares débats politiques qui puissent exister, puissent donner sa voix. C'est vraiment difficile. Ce journalisme citoyen en RDC a la forme de ce que j'appelle le preaching journalisme. C'est-à-dire quoi? C'est des journalistes un peu prédicateurs. Vous voyez, il se met devant sa caméra, il commence à parler. Il parle, il parle, il parle. Et souvent, c'est sans une logique d'élaboration qui suivent les normes et les règles d'un journalisme de qualité. Évidemment, nous disons qu'ils ne sont pas professionnels, ils s'improvisent. Ils volent le titre de journaliste et ils font ce qu'ils veulent, c'est clair. Mais vraiment, ce que l'on observe, c'est beaucoup plus triste parce qu'on diffuse ainsi des faussetés, des contes de vérité,
la haine, les rumeurs. Et la chose drôle, c'est que même les journalistes dits professionnels, parfois, utilisent comme source ces journalistes du preaching journalisme. Souvent, ils sont là, ils se font conscientiseurs, ils se font prédicateurs de la société des valeurs, ainsi de suite. Mais tout cela hors des normes du journalisme. Il y aurait beaucoup à dire et dans ces livres, dans mes livres, les détails sont clairs et surtout, et on peut apprendre dès l'erreur comment améliorer, comment offrir un journalisme citoyen alternatif, c'est-à-dire ce n'est pas professionnel, mais un journalisme quand même qui table sur les valeurs, qui rentre à l'intuition du départ, celle d'offrir un produit vrai, un produit frais, un produit indépendant, un produit objectif. Plus ou moins ça. Mais on a versé tout à fait dans le contraire. Et comme vous savez, l'Internet, c'est finalement pas seulement un objet, mais un contexte, un milieu de vie. Si notre vie de tous les jours est polluée et sale, comme l'est un peu disons, notre vie à Kinshasa et partout, ben, c'est clair que notre présence sur Internet, si nous ne nous efforçons pas, sera caractérisée par la même pollution. Il y a des aspects positifs quand même de ces journalistes citoyens congolais. C'est par exemple la surveillance citoyenne, l'éveil patriotique. Aujourd'hui, les responsables, les dirigeants, les gouvernants ne peuvent plus se permettre n'importe quel comportement parce qu'ils savent que ça arrive facilement sur la toile. Et c'est le cas de le dire, nous sommes tous épiés. Vous voulez aller prendre un verre de bière dans le coin, vous avez peur qu'un étudiant vous filme et qu'il balance votre image sur Facebook. Donc, on commence à être un peu plus sérieux, entre guillemets, parce qu'on a peur d'apparaître au grand jour. On ne sait plus cacher sa vie. Donc ça, c'est quand même quelque chose de bon, surtout par rapport à ceux qui gèrent, à ceux qui gouvernent, à ceux qui ont la responsabilité. Donc la surveillance citoyenne, l'éveil patriotique. Et puis on remarque aussi dans ces journalistes improvisés beaucoup de courage qui défient un peu la répression dont les médias font l'objet. Mais il y a beaucoup d'aspects négatifs, évidemment, comme nous l'avons dit en passant, entre autres l'improvisation, le manque de professionnalité, et le problème des sources, le problème de genre et le problème de vérité même, le clientélisme. Il s'affiche trop avec un penchant clair. Souvent, c'est pour ou contre le pouvoir en place. Ce journalisme citoyen au Congo a comme canal privilégié YouTube. Pourquoi? Évidemment, d'abord parce que l'audiovisuel répond au profil auditif de l'homme africain ou congolais inspiré par la tradition orale. C'est un grand avantage. Par la tradition orale, on réussit mieux à s'exprimer, à exprimer ses émotions, ainsi de suite. Et alors, l'audiovisuel, c'est le canal qui rencontre le mieux notre profil. Oui, mais aussi, ça a peu d'exigences, ça cache beaucoup de limites des journalistes. C'est facile de commencer une phrase en français, de finir en lingala, ainsi de suite. Alors que quand vous écrivez, les exigences rédactionnelles sont plus dures. Et aussi, on s'expose le plus, tout aussi bien pour les erreurs d'orthographe, de grammaire, mais aussi la cohérence, la logique dans le texte. Et YouTube offre aussi la possibilité de la facilité de l'auto-publication. Et maintenant, malheureusement, avec la chasse à la visualisation, ou mieux, au nombre de visualisations, vraiment, on trompe, on fait du buzz, on met des titres phares qui parfois ne correspondent en rien à la réalité, simplement parce qu'on veut se faire payer par YouTube en fonction des visualisations, en fonction du nombre de visualisations atteintes. Alors, ceci nous aurait permis de parler alors du journalisme et, disons, du travail du journaliste. Et malheureusement, on n'a pas le temps, mais je vous dis et je vous rassure que si vous parcourez ces livres, ils vous rappellent qu'est-ce que c'est que la mission d'un journaliste, qu'est-ce que c'est que son travail,
quels sont les genres journalistiques et quelle est la mission d'un journaliste dans la société. Il doit prendre les faits, le proposer au public pour que le public se fasse une idée de la société et prenne position. Donc, ce livre, je vous le propose vraiment, ce n'est pas parce que c'est mon livre, et un livre qui a reçu une grande appréciation à des instances bien reconnues, et ce ne serait pas mal que surtout les étudiants congolais en fassent trésor. Voilà. Qu'est-ce que nous proposons à la fin? À la fin, nous proposons d'habiter positivement l'espace web. C'est désormais un monde dans lequel nous vivons. Il y a un mot qui dit, disons, qui met ensemble l'anglais et le français. Et ce serait pour parler du mode commun de vivre sur Internet. Et le mot, c'est Nik-étiquette. C'est-à-dire, ça se donne des règles, ça donne, je veux dire, c'est une sorte de code de bonne conduite et code comportemental sur Internet. Eh bien, il faut aussi savoir lire et s'informer online. Il y a tellement de faussetés, de fake news, la post-vérité, des comptes vérités, qu'il faut être attentif, savoir qui écrit, pour quel but surtout, s'il est une personne compétente, qui a qualité de parler de ce sujet-là ou pas, parce qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est que tout le monde a droit à la parole. Le prix Nobel comme l'idiot, et parfois c'est l'idiot qui est applaudi, qui est acclamé le plus. Pour un journalisme citoyen positif, il faut d'abord que les journalistes professionnels intègrent l'espace web, qu'ils y soient présents, et là, qu'ils se réapproprient leur métier pour mettre en déroute, comme nous l'avons dit au début, ces faux journalistes. Il faut pour cela une bonne formation, acquérir le professionnalisme. Mais il faut aussi la régulation et la réglementation. Il faut des lois et puis un monitoring, le suivi de ces lois. Et puis, il faut une sorte d'éducation politique et l'éducation à l'information. Vous voyez, le problème qu'on rencontre surtout dans les civilisations occidentales, les difficultés nées disons, des pratiques de l'Internet dans les familles, ainsi de suite, je crois qu'il est temps d'anticiper. Au moins ici, le gouvernement peut prendre ses dispositions pour une sorte d'éducation civique en ce qui concerne l'information et l'usage des nouvelles techniques d'information et de la communication. Je finis avec le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est surtout savoir passer toute chose à travers 4 filtres. Le filtre de la vérité, est-ce que c'est vrai? Le filtre de la bonté, est-ce que c'est bon pour les gens? Le filtre de l'utilité, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'ils en ont besoin? Et puis le filtre de l'opportunité, même si c'est vrai, même si c'est bon, c'est utile, mais est-ce que c'est vraiment le moment de le dire? Est-ce que c'est le contexte pour le dire? Je souhaite à tout le monde des bons moments. Je souhaite à tout le monde, à tous les professionnels des médias, de reprendre le chemin pour un travail de qualité et je souhaite longue vie à Top Congo. Encore une fois, merci.